Bonsoir Frédéric Bizarre. Bonsoir Michel. Quelles leçons vous tirez de cette crise pour notre système de santé? Alors d'abord, merci de m'avoir invité et bravo de faire cet événement qui permet un petit peu de continuer à garder une relation, une réflexion dans ce moment de confinement, ce qui est important parce que je pense que malheureusement, il y a un côté un peu frustrant évidemment, à cette crise, c'est que lorsqu'on n'est pas soignant, on est confiné chez soi, et alors qu'on a envie vraiment d'agir face à la situation qui est quand même extrêmement compliquée. Alors, d'abord, je pense qu'il y a un choc psychologique à cette crise, avec ces millions de personnes confinées. Vous savez qu'en 2000, l'Organisation mondiale de la santé a sorti un classement des performances des systèmes de santé à travers le monde. Et les deux premières places ont été occupées par, un, la France, championne du monde, deux, vice-championne du monde, je dirais, l'Italie. D'accord ? Et on a vécu un peu sur ce piédestal qui a été, en partie fondé par ce classement, où il était quasiment impossible ou très difficile de pouvoir parler de réforme, de restructuration, de refondation du système, et donc des failles du système, qui a été extraordinaire au XXe siècle, mais du fait du changement considérable de l'environnement, cette transition démographique, épidémiologique, technologique, a fait que notre système a déraillé. Et vous avez des soignants qui, depuis des années, et avec une intensification forte, depuis des mois, avec des grèves dans différents services et autres, essaient de crier, un petit peu d'alerter les pouvoirs publics. Mais encore une fois, les pouvoirs publics, c'est un discours qui est assez inaudible. Donc je pense, j'espère, mais avec beaucoup de prudence et de réserve, que la première prise de conscience, c'est que non, nous n'avons plus le meilleur système de santé. Nous faisons partie des 5 pays les plus touchés. 90% des décès sont dans 5 pays, dont la France. 80% des cas sont dans 7 pays, dont la France. Bon. Et nous avons pourtant la chance, on a entendu Arnaud Fontanet, qui est un épidémiologiste de réputation mondiale, un chercheur de réputation mondiale. Donc nous ne manquons pas de ressources humaines, mais c'est le système qui n'est plus performant. Alors, deux mots d'abord sur nos atouts, quand même, avant de choses. On a beaucoup d'atouts, on a 3 atouts. La première, c'est notre ressource humaine de soignants qui reste une des meilleures au monde, que ce soit parmi les chercheurs ou parmi les soignants. On le voit, et clairement dans cette crise-là, c'est un atout, même si on a beaucoup abîmé cette démographie médicale par des décisions des pouvoirs publics. Pendant 15 ans, on a diminué par 2 la démographie, le nombre d'étudiants formés avec le numerus clausus. Donc on a cassé la démographie médicale, et donc on est en train de revenir à une démographie quasi normale, mais ça va prendre encore quelques années, et là on le paye. Le deuxième atout qui est importante, même si elle est en décroissance, c'est quand même la couverture des territoires en matière de médicalisation. Il faut savoir que la France, sur le plan de la couverture par les hôpitaux, la couverture par les cabinets médicaux, fait partie des pays qui est le mieux couvert. Plus de 90% des Français sont à moins de 20 minutes d'un médecin généraliste. Vous avez plus de 50 hôpitaux par million d'habitants, c'est moins de 20 dans les autres pays. Donc on garde une couverture. Et enfin, c'est notre financement solidaire. On le voit, que ce financement solidaire permet, y compris dans les périodes de crise, y compris quand vous avez une pathologie grave, de ne pas avoir de barrière financière à l'accès aux soins. Et ça, quand vous regardez la situation des États-Unis, y compris aujourd'hui, où vous avez des patients Covid qui commencent à recevoir leurs factures parce que ce n'était pas inclus dans leur contrat d'assurance santé, où vous avez 30 millions clairement d'Américains qui ne sont pas couverts, ça va être un vrai problème. Alors, bon, malgré ces atouts, pour moi, la crise a révélé au moins trois défaillances structurelles qui ne sont pas nouvelles. À travers l'Institut Santé dont vous avez parlé, on travaille depuis 2 ans à essayer de combler ces lacunes qu'on a identifiées depuis un certain temps, mais que la crise a amplifié ou a révélé ou a confirmé en fonction des angles de vue. La première, c'est qu'on a d'abord un État français qui est un piètre opérateur de santé publique. On voit la multitude des crises sanitaires, quelquefois après, avec des petits déclencheurs ou des plus ou moins gros déclencheurs depuis 20 ans. On voit que l'État et aujourd'hui n'est pas armé pour anticiper, pour se prémunir,
pour réagir à temps. On a considérablement désinvesti en matière de ressources humaines. Si on prend les épidémiologistes de terrain aujourd'hui, on voit que si on est un peu réaliste, on n'est pas capable de faire ce qu'ont fait les Coréens. Et en fait, notre stratégie, elle est quand même avant tout une stratégie qui est dictée par la pénurie qu'on peut avoir sur le plan du matériel. Aujourd'hui, la crise qu'il y a autour des masques, le retard qu'on peut avoir autour des tests de dépistage, est quand même une manifestation qu'on n'était pas prêt. Et ça, on le savait. Le deuxième défaillance structurelle, c'est qu'on est resté sur une logique du XXe siècle qui est une logique curative et qui n'est pas une logique préventive. En réalité, la France n'a pas de véritable stratégie de santé au sens d'avoir une réflexion politique d'organisation de la réparation, de l'entretien et de la prévention. Et c'est assez frappant de voir avec ce comité scientifique fait de personnes absolument remarquables, mais où on voit que le politique s'est défaussé finalement sur le comité scientifique pour prendre des décisions qui sont avant tout des décisions politiques. Mais comme nous n'intégrons pas de dimension autre que la dimension purement curative, c'est-à-dire la dimension purement scientifique, en fait, le politique est assez démuni dès qu'il y a un problème de santé, alors qu'un problème de santé, c'est un problème de société, ce n'est pas simplement un problème de médecine. Et là, on voit bien que le politique est désarmé. Le dernier point, qui est très important, évidemment, surtout pour un économiste, c'est qu'on voit la santé avant tout comme un coût. On ne pense pas que l'investissement dans la santé, en particulier dans ce qui est la recherche médicale, dans tout ce qui est les actions de prévention, on néglige totalement les externalités absolument colossales qu'il y a sur l'économie. À terme, lorsque vous investissez 1 euro dans des actions de prévention, vous savez que ça va rapporter 5 euros à l'économie à terme. Cette crise va coûter 1000 à 1500 milliards de dollars à l'ensemble de l'économie. Encore une fois, en étant un des 5 pays les plus touchés, on va être particulièrement impacté, en partie parce qu'on n'était pas assez préparé. Est-ce que Olivier, Guy-Philippe, Romain, vous avez une question? Oui, j'aurais une question pour Frédéric. Alors, merci pour ce panorama qui est très impressionnant de l'évolution de notre système de santé. Moi, j'aurais une question en particulier sur le point des crises. Quand on regarde des banques, par exemple, les banques peuvent avoir une activité plus ou moins normale, mais parfois on sait qu'elles ne sont pas capables de résister à des crises financières. On s'en est rendu compte en 2008 et depuis, on essaye de passer des stress tests. Et je vais revenir sur le point des stress tests potentiels qu'il y aurait pu avoir sur le système sanitaire français. Je le dis parce qu'on a évoqué la Corée du Sud avec Arnaud Fontanet. La Corée du Sud avait eu le choc du MERS en 2015. Il y a eu des plans qui ont été préparés par le Korean Center for Disease Control dès 2018 pour avoir les fameux drive-in qu'on voit partout. Et ils avaient même fait un exercice de simulation en décembre 2019 sur un cas d'épidémie de coronavirus. Ils étaient prêts et on peut penser qu'ils étaient prêts des plans jusqu'à l'implication opérationnelle. Est-ce que ce type d'exercice de stress test, de simulation de votre connaissance a été fait sur le système sanitaire français au cours des 10 dernières années pour voir si justement, au-delà de l'aspect des choses que l'on connaît et qu'on doit surveiller, par rapport à des chocs extérieurs, on serait capable de résister à un choc important de l'extérieur? Et donc la question… Non, est-ce que ces tests ont été faits? Est-ce qu'on a stress testé le système sanitaire français au cours des 10 dernières années? D'abord, ce n'est pas la première crise sanitaire que l'on a. La dernière véritable étant la crise liée au H1N1. Le MERS nous avait un peu moins touché, et on avait vu déjà qu'avec H1N1, on était fragile, on avait réagi trop tard, donc on avait vu qu'on était fragile. Heureusement, on a été relativement peu in fine atteint. Alors, les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs ces 20 dernières années. Puisqu'on savait que ça pouvait arriver, ce genre de pandémie, on a des modèles qui ont vraiment imaginé exactement ce type de pandémie-là. Donc, on a essayé de se préparer, mais je dirais de façon assez technocratique, c'est-à-dire qu'on a fait des plans relativement théoriques, des plans de préparation de ce type de crise, sans vraiment essayer de les appliquer, je dirais, réellement, mais surtout avec… Un problème, c'est qu'encore une fois, on a la technostructure qui pilote le système, assez indépendamment des partis politiques,
assez indépendamment de la politique de santé, encore une fois, qui est relativement absente. Et c'est vrai pour l'ensemble du spectre politique. Je pense qu'on entend les polémiques, mais il y a une vraie responsabilité collective à notre impréparation aujourd'hui par rapport à ça, fait que lorsque on a fait face à cette, en live à cette pandémie, on s'est aperçu que les plans théoriques qui semblaient comme ça assez robustes sur le papier n'avaient pas été pensés suffisamment loin et avec les moyens adéquats pour être mis en place. Le cas de l'Allemagne est assez intéressant. Si on regarde aujourd'hui l'Allemagne a pu mettre en place, par exemple, une stratégie qui part des frontières et qui va jusqu'à la suivi individuel de chaque cas suspect, puis de chaque cas contact avec les suspects, en ayant et le matériel de protection, et le matériel de dépistage, et les ressources humaines qui permettent véritablement cette police sanitaire. Donc, les Allemands ont été capables de mettre ça. Donc, de ce point de vue-là, si on compare deux systèmes de santé très proches dans sa philosophie avec deux pays comparables, on voit que là, le stress test n'a pas véritablement été extrêmement probant pour la France par rapport à l'Allemagne. On verra, encore une fois, il faut rester prudent, la crise n'est pas finie. Donc, voilà. Après, le stress test à l'échelle de la prise en charge, notamment de la prise en charge hospitalière et de médecine de ville, encore une fois, parce qu'on a cette ressource humaine qui reste excellente, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va en sortir. D'abord, les soignants payent un lourd tribut qui est un peu le résultat aussi de notre impréparation, même si on ne sera pas le seul pays avec les soignants qui sont touchés. Mais clairement, le cas entre l'Italie et la France, qui est resté un petit peu sur un modèle très centré sur le curatif, avec une santé publique assez absente de la politique de santé, en paye le prix fort. Une question aussi d'Olivier Sibony pour Frédéric. Olivier, vous aviez une question? Oui, pardon. Une question pratico-pratique pour Frédéric. Dans ce système très centralisé, c'est le job de qui d'anticiper une crise? Ça serait le job de qui concrètement et précisément dans ce qu'on appelle ce système là, de manière très abstraite? C'est le boulot de qui de se dire au mois de décembre, tiens, il y a une épidémie d'un truc bizarre qui commence en Chine, on ne sait pas encore ce que c'est, on devrait peut-être faire un stock de masques à tout hasard et de gel hydroalcoolique. C'est pas une question de politique, de stratégie. Il y a quelqu'un dont ça devrait être le job. S'il n'y a pas quelqu'un dont ça devrait être le job, c'est un problème. Mais s'il y a quelqu'un dont ça devrait être le job, c'est qui? Alors, c'est le job de Santé publique France. On a une stratégie d'agencification. Encore une fois, on a les ressources, mais on n'a pas intégré sur un plan politique des structures qui permettent d'être extrêmement réactifs. Donc, on a une multitude d'agences dont on essaie de les regrouper pour se dire il faut qu'on soit plus efficient, donc on en avait trop, donc on a regroupé 3 dans une qui s'appelle Santé publique France, notamment avec une des 3 agences qui a été regroupée avec 2 autres, qui s'appelle et plus, et qui était vraiment chargée d'avoir les stocks stratégiques, ce qu'on appelle les stocks stratégiques sanitaires, et puis la réserve sanitaire. Donc véritablement en cas de pandémie, de le faire. On sait ce qu'il en est avec une réserve sanitaire qu'on est en train d'essayer de réactiver un petit peu en précipitation, et puis des stocks stratégiques qui n'étaient plus là manifestement parce que, encore une fois, ces agences qui sont quand même assez marginalisées par rapport au pouvoir politique. Personne ne connaît Santé publique France en matière de qui est le directeur. Et on voit bien que là, c'est un directeur central d'un service central qu'on appelle la Direction générale de santé qui a pris le pouvoir. Mais notre système est avant tout, en dehors de ces agences, est avant tout tourné vers le soin. L'obsession d'un ministre de la Santé, c'est quand même de piloter les quelques 2 millions de professionnels de santé qu'on a dans notre pays et de s'assurer qu'on ait ce qu'appellent les politiques de santé, l'accès aux soins. Vous voyez, donc la réflexion de santé publique, elle est concentrée sur quelques experts, des gens comme Arnaud Fontanet qui font de la recherche, qui pilotent des choses, mais assez absente de la politique. Il suffit de regarder les 15 dernières années les lois. La dernière grande loi de santé publique 2004, on avait déterminé 100 objectifs de santé publique.
Et on est le seul pays à déterminer un vrai sens, c'est-à-dire aucun. Toutes les lois qui ont succédé à celle-ci n'ont même pas essayé de déterminer le moindre objectif de santé publique. Donc là, on voit que, et j'espère que cette crise va être salutaire pour essayer un petit peu de se poser ce qu'on fait, nous, depuis quelques mois, quelques années, mais pour construire un vrai système de santé. Nous avons un système de soins, mais cette crise nous révèle que nous n'avons pas de système de santé véritablement, alors qu'on en a largement les moyens, mais qu'on ne s'est pas donné les moyens politiques. Merci Frédéric.